Salut, est-ce que vous avez déjà grandi avec l'idée que le stress était quelque chose de nocif, qui était mauvais, qu'il fallait fuir absolument parce que ça provoquait un mal-être et puis peut-être même des maladies, quelque chose de très grave? Si c'est le cas, vous êtes comme moi et du coup vous pouvez jeter toutes vos convictions à la poubelle parce qu'en fait le stress peut être largement votre ami et il faut que le stress soit votre ami. Le livre de cette semaine est The Upside of Stress. Pourquoi le stress est bon pour vous et comment être bon en stress. L'Instinct de volonté était vraiment le meilleur livre que j'ai lu au sujet de la volonté, de comment résister aux tentations, de comment faire grandir son autodiscipline. C'est vraiment une lecture que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. En plus, il a été traduit en français, au contraire de lui qui n'est qu'en anglais. J'avais tellement aimé ce livre que j'ai décidé de lire la suite, c'est-à-dire The Upside of Stress, qui est un petit peu provocateur puisqu'il nous dit que le stress est bon et on peut devenir bon à ça et qu'il y a un bon côté au stress. Autant vous le dire tout de suite, c'est une lecture qui a été passionnante du début à la fin. J'ai bien reconnu le style de l'auteur, elle n'a pas changé, c'est toujours plein d'explications scientifiques mais dites de façon très simple, c'est très imagé avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'études. Il y a plus de 30 pages de ressources scientifiques à la fin du livre avec un index. C'est vraiment très bien ficelé. Et qu'est-ce qu'on y trouve un peu dans ce livre ? On a l'impression que le stress, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument, alors qu'en fait, les études montrent que le stress vous rend beaucoup plus performant. Il existe une catégorie de personnes, peut-être que vous en avez dans votre entourage, qui fonctionnent particulièrement bien sous des conditions de stress. Et en fait, le stress, c'est tout simplement une réponse physiologique à quelque chose qui vous dit que les enjeux sont élevés et que quelque chose pour lequel vous avez un intérêt est en train de se passer. Donc là, tout votre corps se met en marche pour que vous puissiez donner une bonne réponse. Votre cœur se met à s'accélérer pour oxygéner le cerveau et vos muscles. Vous devenez beaucoup plus concentré sur ce qui est en train de se passer. Vous devenez moins distrait. Votre respiration s'accélère. Votre système de digestion se met à ralentir brutalement parce que tout simplement vous n'en avez plus besoin. Bref, le stress c'est souvent une émotion désagréable avec des ressentis physiques qu'on a envie de chasser parce que c'est très loin de la sérénité. Pourtant, les études montrent, et là c'est la première claque que j'ai vue, que les gens les plus stressés sont également ceux qui réussissent le mieux. Mais alors d'où vient le stress et sa mauvaise réputation? En fait, tout a commencé en 1936 quand une chercheuse du nom de Siri a inoculé à des rats de laboratoire des hormones de robustesse de vache. Et elle s'est rendue compte que cela rendait les souris malades. Et pour confirmer sa théorie, Siri a décidé d'inoculer un produit, un placebo, aux souris pour voir si ça faisait le même effet. Et en fait, elle s'est rendu compte que ça faisait exactement le même effet. C'est-à-dire que les souris à laquelle on avait inoculé un produit qui n'avait absolument rien de dangereux se sont retrouvées à devenir subitement beaucoup plus malades et beaucoup plus paniquées. Et c'est là qu'est né vraiment le concept de stress, parce qu'en fait, le chercheur s'est rendu compte que c'était pas le produit qu'on injectait le problème c'était la peur de l'aiguille qui arrivait et la peur de sentir une aiguille dans son corps. Et en faisant le parallèle, on s'est vite rendu compte que les humains aussi adoptaient le même procédé de stress. Quand quelque chose de potentiellement néfaste risquait de se produire, et tout simplement l'être humain se retrouvait un petit peu comme les souris et avait des émotions et des réactions physiques assez intenses. C'est de là que toutes les recherches et toute la presse mettaient l'accent sur quelque chose. Il faut absolument éviter le stress à tout prix parce que telles les petites souris de Siri, vous risquez de vous retrouver vraiment très malade. Et beaucoup d'études ont été menées un petit peu dans ce sens-là. Alors qu'en fait, le problème, ce n'est pas le stress, mais c'est la façon dont vous en occupez. Si vous cherchez à le fuir, si vous cherchez à le nier, en fait, vous allez en rajouter encore un peu plus et la panique va ne faire que grandir. À la préhistoire, nos ancêtres avaient l'habitude de réagir selon deux modes lorsqu'il se passait quelque chose de vraiment très mauvais, soit fuir, soit combattre. Parce que la plupart des situations périlleuses à l'époque, elles étaient vraiment en termes vital. C'est-à-dire que soit vous deviez vous battre pour conserver votre territoire ou pour défendre votre famille ou pour défendre votre propre vie, soit vous deviez partir en courant parce que la menace était trop grande, vous risquiez de vous faire bouffer par une panthère ou alors par une tribu adverse. Mais de nos jours, évidemment, très rarement notre vie est menacée. Il n'empêche qu'au niveau évolution, notre corps réagit toujours de la même façon et c'est toujours les manifestations du stress. Vos vaisseaux sanguins se recroquevillent un petit peu pour anticiper un peu la perte de sang qu'il va avoir parce que vous allez vous battre ou vous allez tout simplement être blessé. Vous avez tout un tas d'hormones qui sont lâchées, le cortisol, l'hormone du stress. C'est également la DHEA, donc c'est une hormone qui en fait vous fait
guérir plus vite et vous fait devenir un petit peu plus résilient. Les situations de stress provoquent aussi une libération d'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone qui permet aux gens d'être plus, de rechercher le contact humain. Donc quand vous êtes en situation de stress intense, c'est ces 3 hormones qui sont libérées en même temps. Et si vous cherchez à fuir ces émotions, à fuir ces situations de stress, eh ben vous vous privez en fait d'une grande source, de grandes ressources qui pourraient vous aider à avoir une vie vraiment énorme et de reconsidérer totalement votre point de vue sur le stress et sur les situations stressantes, qui vous permettrait de grandir beaucoup plus en fait. Donc quand j'ai lu ça au début, j'étais vraiment étonné parce que franchement, j'étais quelqu'un qui pensait vraiment que le stress était effectivement quelque chose à fuir à tout prix et que moins on avait de stress dans sa vie et mieux c'était. En fait, non, c'est complètement l'inverse. Moins vous avez de stress dans votre vie, moins votre vie a du sens finalement, et tout le reste du livre, il y a énormément d'études, il y a énormément d'exemples qui vont dans ce sens. Personnellement, j'étais très convaincu. Alors l'idée est de repenser sa réponse au stress. Quand le stress survient, quand un stress intense survient, on a une certaine réponse, soit on fuit, soit on devient agressif, sur la défensive, soit on devient triste. Il faut repenser un petit peu toutes ces façons de répondre au stress et plutôt adopter un état d'esprit différent en fait. Un état d'esprit beaucoup plus enthousiaste et même excité. Kelly McGonigal invite vraiment à embrasser le stress, à le tenir vraiment comme votre meilleur pote, et c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Il y a un lien entre votre satisfaction de votre vie personnelle et votre niveau de stress. En fait, vous pourriez penser que moins vous êtes stressé, plus votre vie a de sens, et en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus vous êtes stressé, plus votre vie a de sens pour vous. Il y a même un lien entre les pays les plus heureux et les pays les plus stressés, il y a une corrélation en fait. Attention, être stressé ne veut pas dire passer son temps en mode panique. La plupart des gens cherchent à éviter le stress comme principale stratégie de bien-être. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez naturel de le faire. Bien souvent, cela mène à des comportements du genre pacification du stress, où là vous allez fumer pour vous déstresser. Vous allez également devenir addict au jeu pour vous déstresser. Vous allez sortir en soirée, boire beaucoup d'alcool pour éviter votre stress. En fait, ironiquement, ce style de comportement crée davantage de stress et favorise votre tendance à procrastiner, mais également développer plus tard des maladies cardiaques et des dépressions ou des burn-out. Alors comment transformer le stress ? Déjà, comme le stress vient de l'anxiété, il faut distinguer 2 types d'anxiété. L'anxiété qui vous mène à du stress face à une menace et l'anxiété qui vous mène à du stress face à un challenge ou une épreuve qui s'annonce. L'idée, c'est de transformer ce que vous considérez comme une menace en quelque chose qui est simplement une épreuve. Kelly McGonigal affirme que vous pouvez contrôler votre stress et même vous épanouir grâce à lui si à chaque fois que vous êtes stressé, vous transformez un peu votre état d'esprit et vous cherchez à être excité par l'idée d'être stressé plutôt que être en mode peur-panique et avoir des réactions inadéquates et perdre tous vos moyens. Alors comment vous faites ça ? Tout simplement, si vous considérez que le stress est tout simplement votre corps qui produit des hormones pour que vous puissiez tirer le meilleur de vous-même, cela peut avoir des répercussions très intéressantes sur diverses situations. Exemple, dans une expérience très intéressante, on avait fait venir des gens pour qu'ils puissent passer un entretien de 3 minutes dans lequel ils allaient être confrontés à un jury de 3 personnes et de l'issue de cet entretien allait se dérouler leur évolution de carrière. Le problème, c'est que pendant cette interview, qui était en fait fausse, les observateurs, le jury, les 3 membres du jury avaient pour ordre, avaient pour consigne d'absolument tout faire pour décourager les gens, les interrompant à chaque fois, lever les yeux en l'air, bâiller devant eux, leur dire qu'ils faisaient n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'était quelque chose de très violent. L'idée, c'était de mettre tous les candidats en situation de stress intense. À la suite de cet entretien, on leur faisait passer ensuite un test où ils devaient répondre très rapidement à tout un tas de problèmes mathématiques. Il y a eu 2 groupes testés lors de cette expérience. Le premier, c'était des gens avec qui on a dit tout simplement, vous allez peut-être vous sentir stressé, mais calmez-vous, respirez un grand coup et calmez-vous. Le genre de conseil d'ailleurs qu'on entend de partout, hein. C'est-à-dire quand vous êtes stressé, respirez un grand coup, calmez-vous, essayez de faire redescendre la pression. Et au deuxième groupe, on leur a dit, si vous vous sentez stressé, rassurez-vous, c'est normal, soyez excité parce que c'est votre corps qui sécrète tout un tas d'hormones et ces hormones vont vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Donc les 2 groupes ont eu des conseils
complètement différents à propos du stress qu'ils allaient subir. Évidemment, tous les participants ont eu un stress énorme, mais les résultats de l'étude, c'est que ceux avec qui on avait briefé que le stress était un moment d'excitation et que c'était le signal que leur corps allait leur donner le meilleur d'eux-mêmes, avaient réussi beaucoup mieux que ceux qu'on avait dit, quand si t'éprouves du stress, calme-toi, respire un grand coup et essaye de te détendre. C'est vraiment, des résultats ont été vraiment hallucinants, tellement il y a eu un écart. Et pour ceux qui pensent que, ouais, mais c'était pas du vrai stress, sachez que tous les participants à cette épreuve étaient des phobiques sociaux. Donc, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment déjà, à la base, pas à l'aise à l'idée de passer un entretien, quoi. Donc, niveau intensité du stress, c'était vraiment le cauchemar. Parce que déjà, parler en public, c'est une grande peur pour la plupart des gens. Mais en plus des phobiques sociaux, donc là, la situation de l'expérience était vraiment au top au niveau précision du stress, quoi. Alors ce genre de changement de petit état d'esprit, comme il y en a d'autres dans le livre, ça vous diminue pas l'intensité du stress, mais ça augmente votre capacité à répondre correctement, votre capacité à être plus concentré, à ne pas vous laisser distraire par la panique. Ça diminue les effets négatifs produits par le stress sur vous. Alors un moyen de gérer le stress, peut-être pas aussi intense, mais gérer le stress au quotidien, c'est tout simplement de tenir un journal et par lequel à chaque fois vous répertoriez les situations stressantes et quelle force vous pouvez en retirer. Le fait de simplement faire cet exercice, même si c'est que 10 minutes, même si c'est que occasionnellement, va vous donner des effets pendant 16 semaines. Donc c'est un truc vraiment hallucinant. Même si vous participez à une intervention dans laquelle on vous dit que le stress est galvanisant et que le stress est quelque chose qui peut être votre allié, ne serait-ce que écouter une intervention de la sorte peut produire en vous des effets même inconsciemment dans toutes les futures situations de stress que vous pourrez éprouver. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Ça a changé vraiment ma vision du stress. Dans un autre type de stress, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une hormone qui était libérée en même temps que celle de la cortisol, qui est le stress, et que la DHEA, celle qui vous répare un peu, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est pas que l'hormone de l'amour ou l'hormone du sexe, c'est également l'hormone qui vous rend sociable et qui vous donne envie d'avoir des contacts avec autrui. Ça veut dire que quand vous êtes en situation de stress, profitez de ce moment pour vous connecter avec les autres. D'ailleurs, vous le voyez souvent, beaucoup de gens qui sont très stressés ont l'habitude de se soucier des autres, ont un petit peu l'habitude d'essayer de s'occuper des autres pour un petit peu diminuer le stress. C'est notamment le cas par rapport aux victimes, par exemple, des attentats ou de catastrophes, qui tout de suite ont envie d'aider les autres pour pouvoir un petit peu soulager leur stress et pour pouvoir également rechercher le lien avec les autres. À ça, il y a une raison très scientifique. Le fait de s'occuper des autres vous crée en vous de la résilience. Ça transforme votre stress en espoir. Et d'ailleurs, une autre idée, c'est que avoir un but qui est collectif plutôt qu'un but personnel va vous rendre également beaucoup plus résilient face au stress. Parce que quand vous avez des buts qui sont simplement égoïstes, ou vous ne pensez, ou qui sont simplement personnels en fait, vous allez devenir beaucoup plus facilement sur la défensive parce que vous allez vous sentir menacé beaucoup plus vite et vous allez être inquiet beaucoup plus. Et vous allez avoir un état d'esprit qui va faire que les autres vont le ressentir et vous allez être de plus en plus isolé socialement. Si en revanche vous avez un but collectif qui est comme par exemple une mission ou quelque chose, le changement que vous avez envie d'apporter ou la trace que vous avez envie de laisser, tout ça fait en sorte que vous avez beaucoup plus de soutien, c'est naturel, hein, vous avez beaucoup plus de soutien de la part des autres, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un impact positif. Alors maintenant, est-ce que c'est la peine de faire ça ? Si on est quelqu'un de solo dans la vie, si on est plutôt loup solitaire, est-ce que ça vaut le coup de se trouver un but collectif ? Eh bien oui, la recherche montre que si vous êtes quelqu'un qui est d'habitude solo, le fait de rechercher de vous trouver un but collectif ou quelque chose qui dépasse votre simple personne, vous allez avoir encore plus d'effets positifs que quelqu'un qui est naturellement comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas possible. Beaucoup d'études qui sont mentionnées et dont une qui m'a vraiment marqué où en fait même en prison, donc c'est l'endroit où vous risquez de trouver le moins d'empathie quoi, et même en prison le fait que certains prisonniers arrivent à montrer de l'empathie, notamment au moment de la mort de l'un d'entre eux, et du coup, il y a beaucoup plus de liens qui se créent et du coup beaucoup plus de résilience envers d'autres traumas qui sont à venir ou qui seront venus par la suite. Et il en va de même pour les souffrances personnelles, vos défis du moment qui restent totalement en vous, et vous vous sentez un peu isolé, vous vous dites que vous êtes le seul à avoir ces problèmes.
En fait, il y a une façon de gérer tout ça un peu mieux. La première, c'est déjà d'accuser réception que vous avez effectivement un sentiment de souffrance, peut-être même de désespoir, quelque chose d'hyper stressant. La deuxième chose à faire, c'est de considérer que il est possible que quelqu'un d'autre dans le monde ait les mêmes challenges que vous, les mêmes difficultés que vous, et que donc peut-être il serait utile d'en parler un petit peu, ou d'au moins écouter les défis des autres, parce que en écoutant les défis des autres, vous allez avoir une meilleure vision de vos propres défis. En fait, la douleur partagée, du coup, vous allez vous sentir un petit peu moins isolé dans votre souffrance. La dernière partie du livre est consacrée à l'adversité. Connaissez-vous l'adage « tout ce qui ne touche pas rend plus fort ». C'est devenu presque un cliché tellement on l'entend, mais pourtant la recherche, la science dit exactement ça. Les moments dont vous êtes le plus fier dans votre vie sont les moments où vous avez subi le plus d'adversité, et où vous avez pris la bonne décision au bon moment, où vous avez agi de la bonne façon, où vous avez dit les bonnes choses, où vous avez agi avec une apparence calme, mais en fait vous étiez totalement en maîtrise. Et un exercice final qui est très intéressant consiste à vous remémorer un petit peu ces moments et à vous poser les questions suivantes. Quelle qualité avez-vous utilisée pour venir à bout de la situation qui vous a rendu fier, ou qui vous a fait subir de l'adversité, et en quoi cette épreuve, en quoi cette adversité vous a rendu plus fort. Un exercice que je vous recommande, je vais le faire. Personnellement, ce livre m'a changé totalement la vision du stress. Je m'attendais pas à recevoir une telle claque, mais c'est vraiment monumental. C'est vraiment un très bon livre. Le seul défaut que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il n'est pas traduit en français, mais bon, je pense que ça ne saurait tarder, vu que le premier a été traduit en français. Je pense que la même édition va faire la suite. Voilà, je vous ai écouté, cette chronique est un petit peu plus naturelle, j'ai un ton un petit peu plus fluide peut-être. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine chronique, et d'ici là, je vous souhaite bon appétit de livre.